What is up, guys? J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Bienvenue sur le podcast Conversation Awesome avec Karmakin. A place where we speak Franglish, say the word awesome a lot, mais surtout un endroit d'inspiration et d'éducation pour vous aider à optimiser votre santé globale from the inside out. Mon nom est Claudia, fondatrice de Karmakin, et ma mission avec ce podcast est de t'amener dans un monde de développement personnel, d'optimisation d'habitudes de vie et de découverte so you can unleash your potential and live the life you truly want and deserve. Merci d'être à l'écoute. You're awesome. Bonjour tout le monde, bienvenue ou re-bienvenue sur le podcast Conversation Awesome avec Karmakin. Je suis super contente aujourd'hui. On a la partie 2 de nos conversations Awesome avec Martin. Alors, Martin, comment vas-tu aujourd'hui? Ça va super bien. Quand je dis que ça va mal, c'est louche, là, tu sais. Même chose pour moi. C'est ça. Ça va, mais c'est vrai. Pour de vrai, ça va super bien. Good. Donc, ceux qui ont manqué notre épisode de la semaine passée, allez écouter ça. On a jasé avec Martin de toutes sortes de choses en lien avec ton parcours, comment tu es devenu le naturopathe des stars, plein de trucs aussi super pertinents pour être en meilleure santé, que ce soit en lien avec la nutrition, les suppléments, le sommeil, l'entraînement. Donc, allez voir ça, allez écouter ça attentivement. Et aujourd'hui, on fait un spécial 2 pour 1 parce qu'on est de retour, mais cette fois-ci pour jaser surtout de la ménopause. Oui. Un sujet que moi, je ne vis pas, donc je ne peux pas comprendre à 100% parce que j'ai juste 32 ans, mais j'ai ma mère, j'ai plein de clientes qui passent à travers ça en ce moment ou que ça s'en vient dans les prochaines années. Ouais. Fait que je suis super reconnaissante de t'avoir toi qui peut nous aider avec tout ça, avec ce sujet-là qui est souvent pas facile à gérer pour les femmes, hein, on va se le dire. Puis c'est un gars qui va en parler aujourd'hui. Ben oui, c'est encore plus awesome. Fait qu'on a une fille qui a juste 32 ans, qui est pas là-dedans pantoute, puis on a un gars qui ne sera jamais, qui va venir nous parler de comment ça se passe. C'est assez bizarre aujourd'hui, là, mais regardons. Là, oui, on va donner de l'explication. Moi, je vais donner de l'explication, on va dire théorique quelque part, mais dans ma clinique, puis je dois l'avouer, là, ma masse clinique à moi, clientèle, c'est vraiment du 45-55. Donc, je suis pratiquement obligé d'avouer que 90% de ma clientèle est en ménopause, soit un petit peu avant, soit un petit peu après, ce qu'on appelle la périménopause en bout de ligne, mais ils sont dans cette zone-là, comme on dit. Et puis, c'est quelque chose que je discute pratiquement une consultation sur 2, là. Excellent. Donc, tu sais de quoi tu parles, tu as l'expertise et l'expérience avec ta clientèle. Et je veux savoir, là, avant qu'on rentre vraiment dans la technique, la théorie, tout ça, des trucs, pourquoi tu penses que c'est important d'en parler de la ménopause, puis d'en parler de plus en plus? Il y a eu une espèce de boom depuis le documentaire de Véro qui est sorti il y a déjà, mon Dieu, au moins 4-5 mois déjà en bout de ligne, parce que oui, c'est ça, ouais. Ça fait déjà un petit moment. Oui. Pourquoi tu penses qu'on devrait en parler, qu'on commence à en parler plus, que c'est rendu peut-être un petit peu moins tabou, mettons, même en milieu de travail, que les femmes aussi, ils en parlent de leurs symptômes, de leurs difficultés. Puis pourquoi c'est important, justement, de sensibiliser tout le monde à ça? Pour plein de raisons, mais pour 2 raisons que je vais dire que ça va toucher tout le monde. Un, pour la santé mentale des femmes. Je vais m'expliquer là-dessus tantôt dans quelques secondes. Et 2, pour les hommes. C'est assez drôle à comprendre. Pourquoi? Parce que justement, c'est une transition hormonale, naturelle chez la femme. C'est biologique, c'est pas choisi par l'individu femme comme tel. C'est la nature qui s'exprime à un moment donné. Ça, pour certaines, c'est un peu plus tôt. Hein, ça peut aller jusqu'à l'âge de quarantaine, début quarantaine d'années, ce qu'on appelle la ménopause précoce. Pour certaines, c'est plus tard, 55, 57. J'ai eu une cliente, moi, 67 ans. Wow. Elle a commencé à vivre sa ménopause. Donc, bien évidemment, ça, c'est une ménopause qui est plus tardive, plus rare, on va dire, mais ça se peut dans les 2 cas. En moyenne, là, c'est entre 48 et 52, là, on est dans la zone là, périménopause, et la moyenne d'âge de la ménopause est de 51 ans. Ça, on parle pour le Canada, l'Amérique du Nord. Ouais. Ça a l'air que les Européens, c'est 52 ans. Bon. Demande-moi pas pourquoi, j'ai aucune idée là-dessus, mais regarde, 51, 52 ans, peu importe, on est dans ces âges-là. Et tout ça pour te dire que, puis là, je veux revenir à mon initiative de dire santé mentale pour les femmes, c'est qu'à un moment donné, moi, je considère qu'il y avait une certaine injustice via le système de santé qu'on avait dans le temps, où ce que
justement, rendue à la ménopause, cinquantaine d'années, la femme, souvent, puis malheureusement, il y a des médecins, là, puis c'est pas de la faute des médecins, là. Je suis pas là-dedans, puis dans ce discours-là, mais pas du tout. Mais à un moment donné, quand la femme se reconnaît plus, quand la femme a des symptômes sévères de ménopause, et c'est quoi? C'est des symptômes qui affectent l'humeur, bouffée de chaleur. Hey, bouffée de chaleur, là, si les gars n'ont jamais eu, là, ben, j'invite un gars à avoir une bouffée de chaleur une fois de temps en temps. Vous allez voir, c'est pas mal assez insupportable. Bon, changement de l'humeur, après ça, bon, la sexualité qui va changer chez la femme, aussi la libido qui va pratiquement tomber à néant. Et là, la femme se reconnaît plus. Son environnement, son mari, conjoint, la reconnaît plus. Au travail, ça devient difficile en relation. Là, je mets ça vraiment en symptômes sévères, OK? Mais quand la femme est prise là-dedans, là, ben elle se revient vers son médecin. Puis son médecin, qu'est-ce qu'il faisait dans le temps? Ben, il déclarait souvent une dépression. C'est aussi, je vais dire entre guillemets, sauvage que ça. Et là, la femme en ménopause se retrouve avec des antidépresseurs. Ça l'aidait peut-être un symptôme parmi tous les symptômes, mais pas tous les autres. Le problème était encore là. Je dis le problème parce qu'il faut pas oublier que c'est un processus naturel, c'est un changement naturel chez la femme. Ça ne peut devenir problématique. En parlant avec justement des documentaires comme Véronique Cloutier a fait bouger les choses. Hein, c'est ça qui est le fun. Ce documentaire-là a fait bouger les choses au niveau de la médication. Fait en sorte que les femmes, eux, comprennent eux-mêmes que, hey, je suis pas folle, moi, là. C'est des symptômes. Oui, c'est des symptômes associés à une perturbation, à un changement naturel au niveau hormonal. Donc, c'est pas moi tout d'un coup qui pète des coches, c'est pas moi tout d'un coup qui... Non, il y a quelque chose de physiologique qui se produit. En même temps, ben, quand je vais voir mon médecin, ben là, peut-être une ouverture un peu plus grande, surtout chez l'homme médecin. La femme médecin qui a 50 ans, peut-être qu'elle le comprend aussi, qu'elle le fait. En tout cas, chez l'homme médecin, c'est peut-être un peu plus difficile. Puis le conjoint, le mari, la personne qui partage la vie de cette personne-là, ben, il se met aussi à comprendre des choses. Parce que moi, je le sais en clinique, là, quand le documentaire est sorti, là, j'avais des clients hommes qui m'ont dit « Hey, Martin, tu sais ce que j'ai écouté, là, je pense que ma femme est en ménopause. » Puis on en parlait pendant 3-4 minutes. Je dis, ben oui, elle a les symptômes d'une femme en ménopause, elle est dans l'âge, elle est dans la clientèle cible de la ménopause. Il dit, je viens de comprendre bien des affaires. Bien des affaires. Fait que tout ça, en bout de ligne, moi, je pense que tout ça en bout de ligne, avec le reportage, avec qu'on en parle, toi et moi aujourd'hui, puis plein d'autres monde en parle ces temps-ci, c'est une discussion qui est très à la mode, très d'actualité. Moi, je pense que ça va juste aider tout le monde là-dedans à comprendre cette bébête-là qui est la ménopause, tout simplement. Ouais. Essayons de la comprendre, justement, cette bébête-là. Qu'est-ce qui se passe concrètement là, dans le corps d'une femme, hormonalement, quand elle passe à travers cette phase-là? On entend estrogène, on entend hormones, évidemment, mais qu'est-ce qui se passe concrètement là, dans notre corps? Essentiellement, c'est le système hormonal qui va prendre une tournure différente. Et évidemment, le système hormonal implique beaucoup d'autres changements parallèlement, en cascade, quelque part, dans tous les autres systèmes, les 10 à 12 systèmes biologiques de l'être humain. Donc, c'est pour ça qu'après ça, on se retrouve avec une certaine, je dirais, un certain spectre de symptômes, dépendamment d'une femme à l'autre. C'est pas, il y a des symptômes assez communs, la bouffée de chaleur, j'en ai parlé tantôt, l'humeur, la mémoire affectée, le sommeil affecté, la libido affectée. Ça, c'est les 4-5 symptômes, là, qui sont les plus communs. Mais les symptômes vont plus loin dans l'organisme de la femme. Ceci dit, qu'est-ce qui se passe? Ben évidemment, la nature a inspiré. Je vais l'expliquer pourquoi. Je vais te l'expliquer pourquoi la nature est bien faite, puis pourquoi la nature a fait les choses ainsi. Parce que chez l'homme, ça se passe pas comme ça. Chez la femme, rendu un certain âge, on va dire 50 ans. Là, on mettra pas l'âge statistique officiel. On va dire 50 ans entre nous deux, pour se parler un peu. À 50 ans, le corps de la femme va se mettre à changer. Sa capacité à procréer associée aux hormones. On va parler de l'estrogène, entre autres. C'est les estrogènes, parce qu'il y a quand même 3 sous-hormones associées à cette famille-là. Donc, l'estradiol, entre autres. Donc, les estrogènes vont se mettre à diminuer en productivité. On en produit moins. Les organes producteurs sont de moins en moins aptes à produire et à libérer cette hormone-là. Les récepteurs, même chose. Donc, en amont, en aval, là, ça se fait là en combinaison, tout ça. On parle des estrogènes, on parle aussi de la progestérone. Et là, ça se met à diminuer, cette affaire-là. Et là, encore là, c'est relatif d'une femme à l'autre.
Il y en a que ça se fait de façon très spectaculaire, il y en a que ça se fait de façon très modérée, il y en a que ça se fait en symbiose avec le corps, ça va bien, il y en a d'autres que c'est une altercation avec le corps. Bon, ça dépend des gens. Et là, ben évidemment, ça va affecter tout ce que je t'ai dit tantôt comme symptômes. Mm-hmm. Et c'est là qu'on commence à vivre la périménopause, les 2-3 ans avant l'année complète officielle de ce qu'on appelle les règles, les menstruations. Et c'est ça, c'est cet arrêt-là pendant 6 à 12 mois qui va officialiser ce qu'on appelle la ménopause. Mm-hmm. L'arrêt des ménorrhées, pause sur ménorrhée, ménopause. Mm-hmm. Donc, on arrête ça là. Et après ça, la femme n'est plus fertile. Bon, dit de même, ça fait un peu cobaye, laboratoire. Mais c'est comme ça. Pourquoi? Parce que l'organisme humain étant si bien fait, c'est qu'il y a des capacités à enfanter qui diminuent avec le temps et qui mettent à risque non seulement la maman, mais évidemment le bébé. Et la nature a dit, hey, sais-tu quoi? Moi, là, je vais gérer ça. Au-delà de l'éthique, au-delà des mœurs, au-delà des règles établies par les humains, biologiquement, ça va s'arrêter à peu près à cet âge-là. Malgré la capacité mentale, puis peut-être même physique, il y a des femmes à 55, 60 ans, en pleine forme, là. Excellentes conditions, ben oui, absolument. Mais il y a une règle qui a été établie au niveau biologique, et c'est ça. Chez l'homme, pas du tout. Il existe ce qu'on appelle l'andropause, l'arrêt de production, entre autres, de testostérone chez l'homme et d'autres sous-hormones, mais elle n'est pas obligatoirement biologique. Okay. Elle se produit en termes de conditions / pathologie. Mais normalement, l'homme est fertile jusqu'à la fin de ses jours. Il produit en diminuant avec l'âge, mais il continue de produire de la testostérone. Pourquoi? Pourquoi il y a cette inégalité-là au niveau des sexes, au niveau naturel? C'est assez simple. Toute la responsabilité de la procréation revient à la femme. C'est grâce à la femme que toi, Claudia, moi, Martin, on est né quelque part et on a réussi à outrepasser la première étape de la fécondité. S'il n'y a pas de femme, on va pas plus loin que ça, là. C'est ça. Donc, la nature a comme protégé un peu cette femme-là, cet organisme-là. De ce point de vue-là, j'adore parler de la ménopause parce que je trouve que c'est scientifiquement, en tout cas, je vais le dire dans mes mots, là, capoté. C'est carrément capoté de dire, OK, la nature a pris ça. Tandis que moi, en tant qu'homme, que je continue à être fertile, je ne suis pas nécessaire à l'enfantement. La femme, elle est nécessaire. Pas l'homme. L'homme ne peut pas nourrir l'enfant à la naissance, malheureusement. Mais non, ça prend le sein de la mère. L'homme n'en produit pas de lait. Donc, il y a des inégalités, qu'on va dire comme ça, qui font partie de la biologie humaine. Fait que des fois, je l'explique, puis là, je me fais rentrer dedans sur Facebook. T'as pas le droit de dire ça. Ben moi, j'explique juste la biologie, là. Après ça, ce qu'on en pense, c'est autre chose. Mais il y a des inégalités qui sont pas des inégalités. C'est des forces de un versus l'autre qui font en sorte qu'il y a des complémentarités au bout de la ligne. L'homme est nécessaire à la femme pour la procréation, mais assurément pour la grossesse, évidemment, pour la naissance du petit et moi, je vais dire la mise en œuvre de l'enfant en bout de ligne, ça prend la femme nécessairement. Il y a des choses que nous, les hommes, on ne pourra jamais faire. On a besoin de vous autres, tu sais. Ouais. C'est super intéressant vu comme ça, puis j'espère que les femmes qui sont en périménopause, en ménopause en ce moment, ça vous donne un petit câlin de... Oui, ben, ça veut dire... un petit réconfort, tu sais. Il y a une cliente que j'avais expliqué tout ça, elle dit « Ouais, mais là, t'es en train de me dire que je ne savais plus à rien. » Non. Au contraire. Non, au contraire, je suis en train de te dire « Hey, merci, bravo, job accompli. Maintenant, là, comme une bonne retraite, là, profite-en donc. » Tu sais? C'est ça. C'est juste la transition des fois qui fait en sorte que t'es plus difficile à passer à travers. Ouais. Fait que quand c'est expliqué comme ça, puis quand les gars le comprennent de même, on s'entend que la discussion dans le couple peut prendre une tournure complètement différente. Ouais. Absolument. Bon, tu as mentionné l'estrogène qui diminue, la progestérone qui diminue. Est-ce qu'on peut faire des choses dans notre trentaine ou dans notre quarantaine pour soit que ça diminue un petit peu moins drastiquement ou que même si ça diminue, parce que ça va diminuer,
ben le corps le tolère peut-être un petit peu mieux. Est-ce que tu as remarqué dans la panoplie de femmes diversifiées que tu rencontres si il y a comme des facteurs cause à conséquence de, exemple, si on est en meilleure santé, la ménopause c'est moins pire, y a-t-il comme des corrélations? Qu'est-ce qu'on peut faire, trentaine, quarantaine, pour s'aider, mettons, à passer à travers? Il y a beaucoup de corrélations, mais en termes de causalité, c'est pas clair. Hein, quand on étudie les documents et tout ça, il y a même eu le World Health Initiative là, dans les années 2000-2002, là, si la mémoire est bonne pour moi, là, où ce qu'on expliquait tout ça, c'est pas clair. C'est ambigu, les mises à jour sont pas claires là-dessus, mais quoi qu'il en soit, il y a des fortes chances. Puis c'est de même dans toutes les sphères de l'être humain, là. Si tu prends soin de ta bébelle, là, ton corps, ton esprit, tout ça, il y a des fortes chances que tu t'éloignes des bobos, puis tu t'éloignes des malheurs. Puis le cas contraire, ben, se dit aussi. C'est-à-dire, plus tu cours après le trouble, plus tu risques de l'en avoir. Ça veut dire aussi que des fois, c'est frustrant parce qu'on le voit aussi, hein, des gens qui fument toute leur vie, puis jamais ils vont être atteints d'un cancer des poumons, alors qu'il y a des gens que moi, je connais personnellement qui ont jamais fumé de leur vie et qui ont été atteints du cancer des poumons et qui s'en sont décédés. Pourtant, c'est des gens qui avaient quand même un bon mode de vie. Fait que des fois, il y a des comparaisons là qui sont... La science l'a pas expliqué encore ça, hein, évidemment. Mais mettons que on va se donner toutes les chances qu'on peut. Ouais, on se donne toutes les chances de notre bord, là. Il y a cinq éléments que, en fait, 5 trucs que je dis tout le temps à mes clients. Ça va permettre aux femmes aussi de se situer dans le temps par rapport à tout ça. Le premier élément, c'est l'alimentation. On s'est aperçu que les symptômes sont peut-être moins forts, moins sévères en termes d'expression quand on a une alimentation saine et disposée. Ça veut dire quoi, saine et disposée? C'est quoi cette définition-là? Ouais, c'est ça. Donc, l'alimentation, ce qui est le fun, c'est que c'est un passage obligé pour tout le monde. C'est quelque chose qu'on doit faire plusieurs fois par jour et c'est accessible à tout le monde. Surtout en Amérique du Nord, là. Je sais que tu es en Amérique latine présentement. Peut-être que l'accès à la nourriture peut être différent d'un pays à l'autre. Je sais que tu te promènes dans les villages, toi, là, puis dans les forêts, là. Comme demain matin, c'est pas comme, bon. Mais. Je manque pas de fruits, par exemple. Je manque pas de fruits. Et voilà, c'est ça. Ah, puis si tu t'adaptes bien à la forêt, je suis sûr que tu t'en sors super bien, tu sais. Puis même peut-être mieux que l'alimentation moderne de chez nous. Mais ceci dit, l'alimentation. Donc, augmenter l'apport en protéines un peu plus. Diminuer l'apport en sucre, évidemment. Vous avez entendu ça 50 000 fois, là. Tasser les aliments transformés le plus possible. Pourquoi? Parce que dans les aliments transformés, il y a les mauvais gras, il y a les mauvais sucres, puis il y a souvent pas assez de protéines. Tout est là-dedans. Mais il y a aussi des molécules que le corps n'aime pas, que le corps ne reconnaît pas bien. Et ça, dans un processus de changement hormonal, ça peut faire une grande différence. Donc, manger un peu plus protéiné, un peu moins de glucides. Hey Martin, tu nous as pas parlé des gras. Manger des gras alimentaires non transformés, gênez-vous pas avec ça. Puis au contraire, augmentez-le un petit peu. Les huiles végétales, l'huile de noix de coco, par exemple, les tartinades de noix, de noisettes, go avec ça. Il n'y a aucun problème. Oui, mais ça a des calories. Oui, mais c'est des bonnes calories. Puis ces corps gras-là, hein, les huiles de poisson, par exemple, les sources d'oméga 3, par exemple, sont nécessaires à cette transition hormonale-là. Donc, tout ce qui est naturel, non transformé en termes de gras, je vous dis, go. Fait qu'on augmente nos gras, finalement, on diminue nos glucides et on réaugmente nos protéines. Tout ce que l'alimentation transformée fait, mais de façon contraire. C'est ça. Juste ça, là, c'est déjà bon. Évidemment, dans tout ça, il faut accompagner notre alimentation d'une bonne hydratation. Les humains, on a une tendance à pas boire de façon naturelle. S'il y a un système biologique qui est pas super bon chez l'être humain en termes de signal, j'en ai vraiment besoin, là, c'est la soif. On est en déshydratation, puis on commence à peine à recevoir les signaux. Fait que boire un peu plus. Le corps a besoin un peu plus d'eau. J'en ai parlé tantôt, il y a plein de systèmes qui sont affectés par la ménopause, ce changement hormonal-là, dont le système tégumentaire, les cheveux, les ongles, la peau, ça se déshydrate, le collagène, l'élastine de la peau, par exemple. On a besoin d'un peu plus d'eau, donc boire. C'est pas compliqué à date, là. Non. Martin, tu me dis de pas manger de cochonnerie. Ouais, tu me dis de manger pas de cochonnerie ou moins de cochonnerie. Si j'ai le choix entre manger un poulet, légumes à la maison versus manger un produit préparé d'avance, hein, les cuisines minceurs, là, toutes ces affaires-là,
même si ça a du poulet. Non, non, non. Il y a des molécules là-dedans, entre autres des perturbateurs hormonaux, qui viennent s'ajouter à cette transition hormonale-là. Tu veux pas ça. Donc, essaie de manger quelque chose que tu es capable de cuisiner. C'est ça que je veux dire. Mm-hmm. Ça, c'est la première recommandation que je fais. La deuxième recommandation, là, ça peut devenir intéressant. On peut commencer à utiliser ce qu'on appelle des produits de santé naturelle en combinaison avec notre alimentation. Je vous ai pas dit au lieu de. Je vous ai dit avec. Très important. Très important, OK? Donc, ça veut dire quoi? Tu viens de nous parler des oméga-3, Martin. Peut-être un supplément d'huile de poisson de haute qualité, de bonne qualité en oméga-3. Pourquoi pas? Martin, tu nous parles de produits de santé naturelle. Fais-tu référence à des nutraceutiques? Ben oui, des formules. Moi, j'en ai une dans ma gamme, là. Puis je fais pas une pub, là, je vais juste te dire pour le dire, là, ménopause contrôle, ben, j'ai mis des phytoestrogènes, j'ai mis des extraits herbales dedans qui vont justement aider la femme dans cette transition-là. Est-ce que ça fait toute la job? Non. Mais combiné à l'alimentation, ça peut aider. Donc, ces suppléments alimentaires-là, ces nutraceutiques qu'on met dans la grande famille des produits de santé naturelle, là, dans la division de Santé Canada, donc cette famille-là de produits devient une recommandation dans cette ménopause-là, dans cette transition-là, qui commence à prendre de la place un peu parce que là, on est content d'avoir un supplément d'oméga-3 puis pas manger du poisson à 3 jours, c'est pas recommandé de toute façon, mais c'est le fun d'avoir un supplément qui OK, oméga-3, là, j'aime ça manger mon saumon, là, mais à un moment donné, ça a ses limites, que quelques gélules, ça peut faire le travail. La troisième étape, en fait, ne m'appartient pas. La troisième étape se divise en 2 sous-étapes. Elle appartient à la médecine allopathique, donc la médecine conventionnelle. Là, on rentre dans les hormones. Ouais, on parle de bioidentique. C'est une grosse question, ça, parce que j'ai des femmes qui sont comme, non, je veux jamais prendre d'hormones de ma vie. Puis il y en a d'autres qui sont comme, non, je ne jure que par les hormones et c'est ça qui m'a sauvée. C'est dur de se retrouver là-dedans puis de savoir à qui on fait confiance, est-ce qu'on en prend, est-ce qu'on n'en prend pas, tu sais. Oui. Ben, il y a 2 éléments là-dedans. Puis je veux pas trop en parler parce que ça m'appartient pas. Je ne suis pas compétent, entre guillemets, pour parler de ça parce que je ne suis que naturopathe, je ne suis pas médecin. Mais il y a les fameuses bioidentiques, qui ont été expliquées, là, par le reportage de Véronique Cloutier, là, et l'automéno. Et il y a ce qu'on appelle aussi les hormones, là, de traitement, là, conventionnel. Donc, on va l'appeler, là, classique, tout simplement, parce que des fois, on dit conventionnel, des fois, on dit classique dans la littérature, là. Donc, il y a ces 2 approches-là. Et ça, c'est au médecin traitant, avec sa patiente, à voir l'efficacité versus le rendement, versus les effets secondaires, versus aussi les facteurs de risque associés à une bioidentique versus un traitement classique. Donc, ça, c'est au médecin à discuter. Il y a une discussion à y avoir avec... Moi, si tu me demandes, la première approche, c'est la bioidentique en premier. Ça, c'est sûr. Pour des raisons d'effets secondaires moindres, probablement. Mais des fois, l'efficacité est moindre aussi. Ouais. C'est là qu'on va à l'autre étape, la 4e étape, vers ces traitements plus classiques-là. Donc, avec aussi ces effets secondaires. Mais ça, c'est au médecin à tout négocier ça. Parce qu'il y a une discussion à y avoir à ce niveau-là. Donc, première étape, là, pour ramener les gens, là, l'alimentation. Deuxième étape, là, ce qu'on appelle là, l'utilisation de produits de santé naturelle, soit des suppléments, soit des nutraceutiques. Amusez-vous là-dedans, il y en a plein. 3e et 4e étape, c'est évidemment le traitement hormonal, là, conventionnel, là, qu'on va appeler avec la médecine conventionnelle, donc soit en bioidentique, soit en non bioidentique, donc en classique. Et la cinquième recommandation, c'est ce que j'appelle le MDV, le mode de vie. Et là, faut le changer. Ça veut dire que, Martin, moi, l'activité physique, non. Ben là, ça devrait être oui. Ouais. Je te demande pas de t'enligner d'un gym 5 fois par semaine puis de partir dans le CrossFit comme une folle, là. Non. Mais il faut que tu augmentes ta dépense énergétique associée à l'activité physique. Pas la dépense énergétique associée parce que tu prends plus de café, là. Non. Celle associée au mouvement, le fait de bouger. Et là-dedans, il y a une petite condition. Il faut que tu t'en ailles vers la musculation le plus possible. On peut-tu répéter ça, s'il vous plaît? Oui, il faut s'en aller vers la musculation le plus possible. Pourquoi? Parce que justement, notre déficit hormonal fait en sorte que ça affecte notre statut musculaire. Et ce statut musculaire-là, qui sont des unités moteurs importantes pour l'énergie, pour le mouvement, mais aussi pour la dépense calorique. Le métabolisme basal, le métabolisme qu'on a quand on dort, là, qu'on bouge pas, là, il est affecté par ces muscles-là.
Donc, dans la ménopause, tu es affecté à la baisse. Compense un petit peu en bougeant et en allant vers une activité physique qui est plus stimulante pour le muscle. Je le répète, je ne demande pas aux gens d'aller dans le gym, là, si t'aimes pas ça. Mais il y a tellement de coachs à Star qui nous offrent des variantes d'entraînement dans toutes sortes de conditions, avec toutes sortes de poids, avec le body weight, le poids de corps, avec des cannes de soupe, d'autres avec des élastiques, d'autres avec des chaises. Toi, c'est dans la forêt avec des bûches puis des roches. On peut faire plein d'affaires, puis heureusement, puis ça, c'est la COVID avec le confinement puis la pandémie qui s'est produite, ça nous a permis d'avoir un paquet d'offres sur Internet, plus gratuites les unes que les autres, finalement. Fait que abusez-en. Dans le mode de vie, je parle du sommeil. Ouais. Réapprendre à se coucher le soir. C'est ça, parce qu'il y a beaucoup de femmes que leur sommeil est énormément affecté quand ils sont en ménopause. Absolument. Puis quand une femme est professionnelle, parce que les femmes aujourd'hui, là, c'est plus les femmes d'il y a 50 ans, là. Les femmes à 50 ans, là, sont souvent en changement de carrière, deuxième, troisième nouvelle carrière, sont en développement professionnel, sont assurément autonomes financièrement, là. On n'est plus des années 60, 70, là. Hey, la femme aujourd'hui, là, elle est active, là. C'est pour ça que la ménopause est plus impliquante qu'avant. Parce qu'à là, 60 ans, là, rendu à 50 ans, là, tout est placé. La femme, on le sait, là, dans les mœurs de société, la femme travaillait moins, c'était l'homme qui était le pourvoyeur. Puis rendu là, on va se dire les vraies choses, là. L'homme puis la femme, en termes de couple, c'était juste un couple pour les choses, là. C'était plus la dynamique qu'ils ont connue, là. Fait qu'à un moment donné, il y avait comme un laisser-aller là-dedans, puis c'était bien correct. C'est bien correct parce que, mais aujourd'hui, la femme, elle est sollicitée. Ça veut dire quoi? Faut qu'elle run la job. Elle est capable de rentrer son argent. Elle est autonome. Fait qu'aujourd'hui, la ménopause commence à nuire dans sa vie habituelle, pas mal plus que quand tu étais à la maison, dans tes pantoufles, à faire des tartes, là. On va dire ça comme ça, là. Là, ben, fait que c'est pour ça qu'on en parle si souvent depuis quelque temps. Parce que là, les femmes disent, oh, le 50 ans, c'était pas grave, mais là, moi, j'ai le job à faire, là. C'est ça. Ouais, j'ai une business à famille, là. J'ai des employés, puis souvent, la femme est le pourvoyeur de la famille maintenant. On voit ça, là. C'est bien correct. Mais, ça accroche des fois, là. Il faut juste se rajuster. Fait que ça, le mode de vie associé au sommeil, ben, si la femme, elle travaille fort, puis elle est professionnelle, puis elle est stressée, puis elle est dans sa ménopause en plus, on va en parler du sommeil. Ça va être tough. Fait que ça, il faut trouver des trucs pour le sommeil. Puis on peut en parler 1 heure juste pour le sommeil. Mais on parle du sommeil, mais on parle de l'alcool. Je te ramène au point 1 avec l'alimentation. Parce que l'alcool, je le mets plus en mode de vie ou dans l'alimentation. Hein, parce que c'est un mœurs de consommation, l'alcool, là. Tu sais, il y a personne qui boit de l'alcool parce qu'on a soif. Non, c'est ça. on s'entend, là. Fait que, ben là, il y a quelque chose à discuter là-dessus. Moi, je suis habitué de prendre mon 2 verres de vin à tous les soirs, ça me décompresse. C'est ça. Oui, mais il y a des implications à ça, il y a des effets à ça, puis tu dois au moins le savoir, puis après ça, tu prendras la décision que tu veux, là. Mais c'est des discussions comme ça du MDV, du mode de vie, qu'il faut commencer à réévaluer. Donc, l'activité, le sommeil, l'alcool qui est important, on est là-dedans, là. Fait que ça, il faut en discuter. Ça change la vie d'une femme. Ça change la vie d'une femme parce que, justement, il doit faire, moi, ce que j'appelle un virage pratiquement de 180 degrés. C'est exigeant, là. C'est exigeant ce qu'on vous demande, là. T'sais, en tout cas, ce qu'on va te demander à toi, Claudia, dans 20 ans, là, hein? Là, tu ris, mais tu sais que dans 20 ans, là, hein? Bon. Je vais réécouter ce podcast-là dans 20 ans, si je reprends des notes. Fait que c'est ça, la ménopause. C'est quand quelqu'un me dit, Martin, c'est pas si compliqué que ça. Non, c'est pas que c'est compliqué, c'est complexe. C'est pas pareil. C'est plusieurs éléments qu'il faut qu'on discute pour qu'on s'entende sur le mot ménopause en bout de ligne, tu sais. Parce que la ménopause, c'est pas un claquement de doigts, c'est pas quelque chose qui se produit en 2 semaines. C'est ça. C'est quelque chose qui s'échelonne sur 4, 5, 6 ans des fois. On va dire une moyenne de 4 ans. Fait que c'est important d'en parler. Puis c'est important aussi de démystifier, puis d'offrir aussi des options aux femmes aujourd'hui, qui est pas juste la médication, mais s'il y a lieu, pas le choix, je suis pas en train de dire de pas en prendre, mais consultez votre médecin pour ça, mais peut-être des alternatives ou des compléments à votre médication pour vous aider là-dedans. Moi, les produits de santé naturelle, le supplément, autres, là, j'aime ça parce que ça peut devenir aussi des compléments, même à la médication actuelle. Fait que c'est tout ça que, voilà peut-être, écoute, c'est pas loin les chiffres que je vais te dire là. Il y a 15-20 ans, là, on n'en parlait même pas.
Même pas. J'ai commencé, moi, à parler de la ménopause, là, il y a peut-être une vingtaine d'années, là, de façon plus récurrente, plus régulièrement dans mes consultations auprès de mes femmes, d'en faire un sujet de conversation et de traiter la situation depuis maximum une vingtaine d'années sur 30 ans de pratique à peu près. Parce qu'on est rendu là. Puis il y a une ouverture aussi. Parce que les femmes ne veulent pas en parler à un moment donné. Quand tu es tout seul, tu penses que tu es tout seul d'avoir mal à la tête, tu es tout seul d'avoir des bouffées de chaleur, tu es tout seul de ne pas te reconnaître dans ton humeur, tu dors plus, ben t'en parles pas, tu t'isoles, puis à un moment donné, ben tu te fais une carapace. C'est peut-être pas la bonne solution. Fait que là, on est capable d'en parler un peu plus. C'est ça, puis d'avoir une approche holistique de solutions, puis comme tu dis, au moins de discussions qu'on peut aborder. Tu sais, qu'il y en a des solutions pour rendre ce passage-là qui est, comme tu dis, c'est biologique. Il y a aucune femme qui va s'en sauver, tu sais. De le rendre un peu plus agréable, le plus possible, tu sais. Exactement. Puis c'est l'approche qu'on doit faire dans tous nos systèmes puis dans toutes nos sphères de vie. C'est-à-dire, regarde qu'est-ce que toi, tu peux contrôler en premier le plus possible. Et informe-toi un petit peu. Fais ce que tu peux. Puis quand tu vois que tu auras fait ce bout de chemin-là, ben après ça, tu peux te revirer vers la médecine, le médecin, puis là, rentrer dans le système. On dit ça, le système, c'est pas évident. Oui, mais on a un petit bout à faire nous autres avant. Ça veut pas dire que tu vas le régler, mais essaye-le au moins. C'est ça. C'est de se responsabiliser aussi. Oui. Puis rendu dans le système, ben là, tu diras, ben, coudonc, je l'ai essayé, je suis rendu là, j'ai pas eu le choix. Bon, ben, fait que moralement, éthiquement, tout ça, je pense que c'est un cas, on a compris ça. On dit, OK. Ça nous enlève la colère un peu. Tu sais. Ouais. Non, c'est clair. Où est-ce que tu mets la gestion de stress dans tout ça? Dans le sens que j'imagine que de vivre un mode de vie très stressant, d'avoir le taux de cortisol dans le tapis tout le temps, ça doit probablement pas aider, ce changement hormonal-là. Qu'est-ce qui se passe dans le corps quand on est stressé et qu'est-ce qu'on peut faire justement pour réduire le stress sur lequel on a le contrôle dans cette phase-là de notre vie? Le stress est probablement l'élément impliqué dans tous les systèmes biologiques du corps humain. C'est assez simple, c'est comme ça, c'est commun à tous les systèmes quelque part. En tout cas, il va y avoir un impact dans tous les systèmes biologiques de l'être humain. C'est quoi le stress? Il faut faire attention parce que ce mot-là est un petit peu galvaudé. OK? Le stress, en fait, c'est une réponse. Être stressé, c'est une réponse à un stresseur. Donc, tu sais, quand on dit quelqu'un, lui, c'est un stress, non, on devrait dire, lui, c'est un stresseur et il me stresse. C'est ça. Tu comprends-tu? Je me mets en mode stressé. Et c'est une réponse biologique qui est tout à fait saine dans une certaine mesure. Il y a une limite jusqu'à quand que c'est correct. Exemple. Il y a un lion qui me court après, je me reviens d'abord, je me mets à courir, je suis en mode stress. Et c'est grâce à ce stress-là qu'une panoplie d'hormones, de mécanismes physiologiques qui va se produire, qui fait qu'en bout de ligne, je vais courir avec mes jambes, puis au pire, je vais ramper, puis au pire, je vais gratter le sol avec mes bras, mais je vais essayer de me pousser du lion. Bénéfique. C'est ça, on le veut, ça. Mais quand ça, mais ça, c'est le fun, on parle d'un lion. Il arrive, il s'en va. 10 minutes après, habituellement, il est parti. Hein? Nos ancêtres, c'était le genre de stress qu'ils vivaient. Des stress qu'on appelle ponctuels. Aujourd'hui, le stress est chronique. Il est là depuis et pour longtemps. Et c'est ça que le corps humain n'est pas bien adapté. Le corps est super bien adapté à des stress ponctuels. Coup, réaction. Mais quand ça s'en vient à chaque jour, un petit peu, à chaque jour, c'est ça qui est difficile. Avec le temps, le corps va s'adapter. Mais malheureusement, on est comme entre deux zones dans nos stress, que je vais dire modernes. Les stress d'aujourd'hui, là, sont pas assez longs pour qu'on s'y adapte, ils sont pas assez courts pour que ça soit le côté bénéfique qui réponde. On est entre les deux. C'est ça. Ouais, on est entre les deux. Fait que ceci dit, ben, faut trouver nos stresseurs. Puis il faut surtout trouver ceux sur lesquels on est capable d'avoir un certain contrôle. Moi, c'est mon boss qui me stresse. Ben, peut-être trouver une façon d'avoir un meeting, puis de discuter. Puis, option B, partir de là. Option C, tu sais, tu comprends-tu? Ouais. Je mets ça à l'extrême. Martin, c'est facile quand tu te dis le faire sur ton travail. Je suis d'accord avec ça. Mais il reste que trouve le stresseur, puis le stresseur sur lequel tu es capable d'avoir un impact. Parce que sinon, c'est trop facile. Diminue ton stress. Voyons donc. C'est ça. Gère ton stress. Ouais. Puis si t'es pas capable de faire tout ça, là, Martin, tu m'en demandes pas mal. OK, j'ai une solution pour toi. Si t'es pas capable de faire tout ça, trouve
des évacuateurs. Trouve quelque chose qui va t'aider à libérer ce stress-là. Le sport, l'activité physique, un loisir, quelque chose que t'aimes qui te sort un peu de cette zone-là. Ça demande de l'énergie, là. De l'énergie à trouver le stresseur sur lequel tu peux avoir un impact. Sinon, impossible, tu te remets de bord. Tu dis, OK, comment je fais pour fuir un peu ce stresseur-là quelque part en m'évadant un petit peu? Hein? L'activité physique, là, c'est un exutoire naturel là, pour le cerveau. C'est parfait. Ben, il y a des gens qui, à un moment donné, ils s'en aperçoivent puis se mettent à faire plus d'activité physique. Ça peut être d'autres formes de loisirs, mais tu as ces deux options-là devant toi. Sinon, il n'y a pas grande option, là. Il existe une troisième option qui s'appelle la médication lourde. Et on parle d'antidépresseurs, d'anxiolytiques, des calmants, des triptans, parce qu'on a mal à la tête, qu'on on a de la migraine, tu sais. Là, tu tombes dans la médication plus lourde, là. Qui vient avec son lot d'effets secondaires et tout ça. Toujours. La médication est très efficace parce que moi, là, je suis content que la morphine existe si je me fais couper un bras, là. Tu comprends-tu, là? Bien content, là, tu sais. Puis quand je vais à l'hôpital, là, je suis content d'avoir un petit activant des fois quand que, tu sais, bon. Fait qu'il faut pas cracher sur la médication, au contraire. Mais il faut savoir qu'elle a des effets secondaires. Il n'y a rien qui est parfait dans le monde, même pas ce qu'on a construit, puis même pas ce qu'on a inventé, surtout pas. Fait que la médication a ses effets positifs et ses effets secondaires qu'on veut pas. Donc, on essaie d'éliminer ça le plus possible, tu sais. Absolument. Fait que vois-tu la philosophie en arrière de ça? Hein? C'est pas tout blanc, c'est pas tout noir, c'est des ondes de gris pâle, gris foncé, puis on navigue là-dedans. C'est ça la ménopause. Ben c'est ça, je m'en allais dire. C'est ce qui permet la nuance aussi, puis la permission de trouver un peu qu'est-ce qui fonctionne pour soi dans toutes ces sphères-là importantes, tu sais. Ouais, puis je vais te dire quelque chose. Là, vous m'aimerez pas, là. Les femmes m'aimeront pas, ceux qui sont à l'écoute, là. Là, je viens de vous dire de quoi. Martin nous a tout expliqué ça. Puis je vais vous dire quelque chose, puis en toute humilité, là. Tout ce que je viens de vous dire là va bouger aussi dans le temps. C'est-à-dire que peut-être qu'à 48 ans, tu vas avoir des symptômes, puis qu'à 49, tu vas avoir moins de symptômes, puis à 51, paf! Encore une série de symptômes. Hey, je pensais que j'avais traversé. Ça va bouger là-dedans, là. C'est pas une ligne droite en montant ligne droite, là, oui, en campagne, dans un beau petit chemin de campagne. Pour certaines, oui. Puis moi, j'ai des clientes qui ont traversé cette période-là de leur vie. Je vais faire un jeu de mots drôle, mais comme un couteau chaud dans le beurre, là. Ça a même pas paru. À peine des symptômes, puis ça va bien, puis gestion de poids allait bien à travers tout ça, parce que ça, c'est notre affaire. La gestion vrai, hein? de poids. Il y a beaucoup Qu'est-ce de qu'on remarque chez la ouais. femme? Le gain de poids. Faut pas en parler, mais il faut en parler. Le gain de poids va affecter la femme, il va l'affecter aussi indirectement dans son humeur, dans sa confiance en soi, dans son estime de soi. Puis ça repart encore dans un tourbillon de symptômes, cette affaire-là, là. Puis de toute façon, il faut que je dise la vérité, les femmes qui me consultent dans leur ménopause, ils me consultent essentiellement par rapport à leur poids. Puis là, on ajoute les autres symptômes associés. Je suis d'accord avec ça. On essaie de tirer au 12, comme je dis, c'est-à-dire on fait quelque chose, puis ça aide plein d'autres choses. Mais les femmes, quand ils m'appellent en clinique puis ils veulent un rendez-vous, c'est essentiellement associé à leur poids. Il faut que je sois honnête et transparent là-dessus. Ça vient aussi le gain de poids. Mais comment ça, Martin, ça vient avec le gain de poids? Il y a deux affaires qui viennent avec la ménopause qu'on n'aime vraiment pas, à part tous les petits symptômes qu'on a parlé. La fatigue puis le gain de poids. Puis les deux s'entretiennent, c'est ça le pire. Ben oui. Pourquoi? C'est assez simple. Quand il y a une transition hormonale, comme on a parlé tantôt, c'est pas une transition qu'à la baisse. C'est qu'il y a des organes qui vont prendre en partie la relève, mais jamais autant que les ovaires. Je donne l'exemple des surrénales. Donc, les surrénales qui sont déjà très exploitées par le stress, le stresseur qui lui gosse les surrénales, qui sont déjà très exploitées par une femme active professionnellement. Ça travaille fort, c'est professionnel, ça se couche tard, ça récupère pas bien. Les surrénales, là, sont déjà activés puis sont déjà en plein travail. Dans le processus hormonal associé à la ménopause, les ovaires sortent du système un peu en termes de production et ils vont céder une partie de leur production aux surrénales. Fait qu'ils sont déjà en overtime, puis là, ils ont une badge de travail de plus à faire. Exactement, comme nos infirmières, overtime obligatoire, donc. Puis là, la fatigue s'installe davantage. La courbe de fatigue vient de s'accentuer. Pour les gras, c'est un peu le même principe. On a parlé des surrénales pour l'énergie. Pour les gras,
c'est les adipocytes, ce qu'on appelle les cellules graisseuses, qui deviennent des producteurs hormonaux. Des petits producteurs hormonaux, comme les surrénales, pour les ovaires, il y a un autre producteur secondaire qui se pointe, qui sont les adipocytes, les cellules graisseuses. Et les cellules graisseuses, pour produire des hormones, ils ont besoin de quoi? De bouffe. Ouais. Les cellules graisseuses, ils se nourrissent de quoi? De gras. Fait que ton corps va fabriquer plus facilement du gras pour entreposer dans ces cellules-là, pour produire des hormones, pour essayer de compenser ta ménopause, pour t'aider. Donc, quand t'engraisses pendant la ménopause, à part le fait que tu manges peut-être plus ou que tu n'as pas des bonnes habitudes alimentaires, whatever, il reste que c'est ton corps qui est en train de t'aider. Eh oui, j'ai dit à mes clients ça. Ton corps est en train de t'aider. Ouais, mais c'est pas ça que je veux qu'il m'aide. Ouais, je le sais, mais c'est ça quand même, tu sais. C'est ça. Mais encore une fois, il y a la nuance, tu sais, de comme, oui, il y a le corps qui se passe, on peut pas vraiment le contrôler, puis tant mieux si ça nous aide d'une certaine façon. Mais si on revient à ton alimentation, ton activité. On récompense, exactement, sommeil, on récompense tout ça. C'est ça. Oui. Il y a une partie qui nous appartient quand même, tu sais, malgré ce qui se passe biologiquement, là. Tout le temps. La bonne nouvelle là-dedans, Claudia, c'est que je pense, je parle de moi, là, de mes statistiques à moi, là, j'ai pas consulté de documents là-dessus. Je pense qu'il n'y a aucune femme qui est morte de ménopause. C'est vrai. Il n'y a aucune femme qui est morte de ménopause. Je pense. Tu comprends-tu ce que je veux dire? Oui. On passe tout au travers. Les femmes vont toutes passer au travers. Mais c'est de leur donner des outils pour les aider et de les accompagner là-dedans. Absolument. Comme on accompagne quelqu'un dans la dépression, comme on accompagne quelqu'un dans un transfert professionnel, comme on accompagne quelqu'un dans certaines difficultés qui sont pas de leur contrôle, on accompagne les femmes dans leur ménopause. Puis c'est ça moi, je pense que c'est ça qu'on est en train de faire depuis 1 an, 2 ans, 3 ans plus, là, où ce que maintenant des livres, il y a maintenant des discussions et des podcasts comme tu le fais là. Je t'ai invité à de plus en plus de podcasts associés à la ménopause, justement. J'ai un podcast que j'ai fait avec Chantal Lacroix, justement, où on en a discuté dans mon podcast de ça aussi, là. Et là-dedans, là, tu sais. C'est ça. Fait que, ben oui, c'est un sujet pratiquement inévitable aujourd'hui, mais c'est pas une maladie. Hein? C'est pas un malheur, c'est un processus biologique naturel qui est une forme de remerciement, peut-être en bout de ligne, biologiquement parlant. C'est pas le genre de merci qu'on aimerait avoir, là. mais c'est ça aussi. Fait qu'il faut le voir comme ça, là. C'est super intéressant. Je suis curieuse de t'entendre un peu là-dessus. À quel point tu penses que notre mindset puis notre attitude envers ce processus-là a un effet sur comment on le vit? Exemple, la femme qui est justement, oui, ça affecte l'humeur parce qu'on est fatigué, c'est inconfortable, etc. Ça, je comprends. Mais à côté de tout ça, c'est la personne qui est un petit peu en mode genre victime, puis qui se plaint, puis qui est vraiment découragée, ou qui a tendance à avoir une attitude très négative envers ça, versus une autre femme qui serait plus comme, OK, ouais, c'est inconfortable, j'ai tel symptôme, mais je reste positive, puis je m'accroche à ce qui va bien, puis je remercie justement mon corps. Penses-tu que cette attitude-là, ce mindset-là a une influence sur le processus? 100%. Ça veut dire que tu viens d'énumérer 2 groupes de personnes. Dans ces 2 groupes de personnes-là, il y a un mot qui les différencie. Action. C'est-à-dire que la personne qui se victimise, la personne qui se plaint, la personne qui est dans le remords, le regret, la culpabilité, n'avance pas, ne porte pas d'action. C'est ça. Hein, il est dans la défense, il est dans le reclus, il est retiré au pied du mur. La personne qui comprend tout ça, là, elle le vit les symptômes, là, je comprends tout ça, mais qui est capable d'aller chercher de l'information, qui écoute un podcast comme le tien. Si on aide les gens, tant mieux dans l'information que je vais avoir donnée. À ce moment-là, elle va se mettre en mode action et c'est là qu'avec ces actions-là, elle va peut-être passer à un autre niveau. Puis c'est de même dans toutes les sphères de la vie, là. Exact. Tellement. Chaque fois que tu dis c'est pas de ma faute, c'est la faute des autres, Colin, je peux rien faire, t'avances pas, tu fais du surplace. Si tu dis, OK, c'est plate, faut que je le gère, faut que j'avance là-dedans. Maintenant, y a-tu des outils pour moi? Tu deviens chasseur. T'es plus la proie, là, t'es le chasseur, là. Ouais. Fait que dans quel groupe que tu veux être? Exact. Tu sais, c'est carrément comme ça que moi je le vois. La motivation est associée à ça. Est associée à ceux qui foncent puis ceux qui foncent plus. Mais c'est la même affaire. La ménopause, c'est la même affaire. Tu as 2 façons de voir ça. Ah, mais c'est plate, c'est pas de ma faute, puis d'embarquer là-dedans, puis te complaindre là-dedans, puis si ça te convient de vivre cette émotion-là, vis-la. Mais si tu me demandes,
c'est-tu important, ce mindset-là, que tu réussisses à, je vais te dire oui à 100%, ton mindset va faire la différence. Mais tu aurais pu me poser cette question-là dans tous les sujets de conversation, Claudia, puis je t'aurais donné la même maudite réponse. J'aurais enlevé le mot ménopause, j'aurais mis le mot sport, j'aurais mis le mot réussite sportive, réussite professionnelle, j'aurais mis plein d'autres mots, tu sais. C'est toujours la même affaire, tu sais. Ouais, je suis bien d'accord, Ouais. Si, pour terminer, là, si tu avais un dernier conseil ou un dernier mot d'encouragement aux femmes qui nous écoutent en ce moment, qui sont dedans, là, qu'est-ce que tu aimerais leur dire? Je vais leur dire 2 affaires. La première affaire, là, réécoutez donc le podcast. Si vous pensez que ça vous a intéressé, là, réécoutez-le. Parce que, tu sais, on retient 10-15% de l'information à peu près qu'on nous transmet, là, à la fois. Donc, réécoutez-le parce qu'il y a peut-être quelque chose que, il avait dit ça, je m'en rappelle pas. Ça, c'est le premier conseil. Je dis toujours à mes clients, réécoutez ce que je vous envoie, relisez ce que je vous envoie au moins 2 fois. Idéalement 3 fois. Puis le deuxième conseil, faites donc écouter les vidéos à vos chums et à vos maris, tu sais, pour qu'il y ait un team working qui se fasse, puis que vous ayez de l'aide aussi, que vous ne sentiez pas seul là-dedans, parce que ça peut faire toute la différence au monde. Si ça ne tente pas, vous l'aurez au moins essayé, tu sais. Oui, exactement. Ouais. Martin, merci beaucoup pour ta passion, ton expertise, les informations. Je suis prête pour dans 20 ans, là, donc. Oui! oui, mais t'as un bon bout de chemin à faire, puis je sais que tu sais ce que t'as à faire aussi, mais oui, ça va être un passage obligé, Claudia, à moins que l'espèce humaine se modifie d'ici ce temps-là, mais bon, on est là. Fait que... Je vais m'assurer de continuer mes très bonnes habitudes pour me donner toutes les chances de mon bord pour que ça soit le plus smooth possible. Je t'allais poser la question dans notre épisode de la semaine dernière, mais où est-ce qu'on peut justement te suivre ou peut-être éventuellement travailler avec toi ou découvrir tes produits justement santé naturelle? Oui, allez sur mon site web cliniquemartinlaure.com, puis je vous invite sur un onglet particulier qui s'appelle Trucs et conseils. C'est du contenu 100% gratuit, des podcasts justement. On va annoncer prochainement que nos podcasts sont sur Spotify et Apple aussi. Puis sur ma page Facebook, Martin Allard, c'est de la fanpage là. Fait que Martin Allard, venez vous inscrire sur cette page-là. Allez sur mon site web, tout est là. Tout est là. Ouais. Excellent. Je vais mettre ça dans la description du podcast, puis on va te suivre et continuer d'apprendre comme tu disais, ta passion, ton expertise. Fait que merci encore, Martin, c'était vraiment super. Merci à toi d'avoir l'initiative de ça, puis d'approcher une bébête comme moi, un gars, pour parler de la ménopause. Je pense qu'on a bien fait ça, là, même si je suis jeune, je pense qu'on a bien fait ça. Ouais, je pense qu'on a fait une bonne job, oui. Good, merci Martin. Salut. J'espère que cette conversation awesome t'a inspiré. Et d'ailleurs, I would love to hear back from you. Rejoins Karmakin sur les réseaux sociaux and tag me in a post pour partager ce que tu retiens de cet épisode. Je serais vraiment grateful aussi si tu pouvais me laisser un rating and review pour le podcast. Ça me permet d'avoir un impact positif sur plus de gens comme toi. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute and until next time, je te souhaite une journée awesome.